Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo point de marché. Ici Yann Darwin, finance et investissement, mais pas chiant. Aujourd'hui, c'est super excitant, il se passe plein de choses dans l'économie. Entre, d'un côté, les US qui montrent des signes, tu vas voir, importants de reprise et donc peut-être de bull market, ou en tout cas de relief rally, je vais t'expliquer ça un petit peu plus loin dans cette vidéo, et également le conflit israélo-palestinien qu'on va devoir aborder, notamment sur certains effets possibles et actuels dans l'économie par rapport au pétrole, par rapport à la volatilité. Petit disclaimer juste avant qu'on commence. Tu sais très bien qu'ici c'est finance et investissement, mais pas chiant. Le but du jeu c'est de parler de finance et d'investissement. Donc merci d'avance dans les commentaires de pas jouer au pom-pom girl ou aux insultes en étant en mode oui, moi je suis pour les Israéliens, je suis pour les Palestiniens, etc. Mon seul but ici, sur cette chaîne YouTube, c'est de parler de finance et d'investissement. Je ne suis pas là pour vous donner mon avis, je ne suis pas là pour vous donner mon idéologie, je ne suis pas là pour dire qui je soutiens ou qui je soutiens pas. Ça regarde que moi et on s'en tape le cul. Le but du jeu ici, c'est de parler de finance et d'investissement. Donc je vous demanderai également de rester dans l'analyse financière et dans l'investissement. Donc je vais regarder ça de façon un petit peu froide. En effet, oui, c'est terrible ce qui se passe, mais c'est pas, encore une fois, le but de cette chaîne. Je suis pas là pour donner des opinions politiques ou quoi que ce soit. Ce disclaimer étant fait, j'aimerais parler un petit peu de ce qui se passe actuellement. Tu vas voir qu'on a donc cette double situation entre les US et donc les equity, et notamment le marché des obligations. On va voir, il se passe plein de choses, avec possiblement, on le sait, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, un arrêt de la Fed, de la hausse des taux, donc un gel des taux qui devrait pas bouger, ils appellent ça higher for longer, c'est-à-dire rester haut pendant longtemps. On a encore de plus en plus d'indices sur ce côté-là, mais d'un autre côté, on a des indicateurs leaders qu'on va voir juste après, qui nous montrent que finalement l'économie se porte plutôt bien aux US, qu'on est probablement dans la situation du soft landing auquel personne ne croyait finalement au début. Donc je rappelle, le soft landing c'est quoi? C'est globalement une sortie de crise sans avoir une explosion du chômage, sans avoir de récession et sans de pouvoir baisser les taux de façon tranquille, sans baisser complètement de façon urgente et pour sauver l'économie, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est les taux restent hauts pendant un moment, on contrôle l'inflation et on arrive à baisser doucement et on ne casse pas quelque chose dans l'économie. Personne n'y croyait au début et a priori, tu vas voir que c'est en train de se passer, ou en tout cas, ça sent plutôt bon de ce côté-là. Donc on était content, on se disait, ouais, ça y est, ça va pouvoir repartir, l'économie, le marché, sortie de crise, c'est génial, to the moon, et boum, patatras, on a le fameux conflit israélo-palestinien qui rebat un petit peu les cartes, puisqu'il apporte un petit peu de tension géopolitique, et notamment sur les marchés, et notamment, on va le voir, sur le pétrole. Voilà, maintenant qu'on a fait ce premier petite intro, finalement, je te propose d'aller sur le terminal et je vais t'expliquer tout ça en détail. C'est parti. Ok, donc, on a encore un officiel de la Fed qui nous a dit qu'il pensait de plus en plus à faire une pause, ok. Juste pour resituer le contexte, il y a encore 10 jours, le marché anticipait encore une dernière hausse de taux, probablement, en tout cas en termes de pourcentage d'anticipation, on était plutôt vers une hausse de taux. Et puis, vu ce qui s'est passé dernièrement, que je vais te détailler juste après, les officiels de la Fed parlent de plus en plus de la possibilité de geler la hausse de taux dès maintenant, ce qui ouvre donc la porte dans le futur sur forcément une baisse petit à petit, mais plutôt dans les mois, trimestres, voire même années à venir, puisqu'on parlerait de commencer à partir de 2024. On a pas mal d'analystes qui sont d'accord avec ça, et donc des officiels de la Fed qui nous indiquent qu'en fait ce qui se passe, c'est que les risques premium sur le marché des obligations, qui, on l'a déjà vu dans plein de vidéos, finalement se découlent sur le marché classique, puisque si les obligations yield, si les obligations rapportent plus qu'avant, forcément, et les banques qui vont devoir prêter ou emprunter, et les entreprises qui vont devoir prêter ou emprunter vont finalement s'aligner un petit peu sur ces rendements qui sont les rendements sans risque et ajouter un spread, ok? Parce que forcément, pour elles aussi gagner de l'argent, elles viennent ajouter un markup, un petit peu comme un fournisseur qui achèterait de la matière première avant de la revendre forcément à son client. Il va ajouter un petit spread, le client va récupérer la matière première, va la transformer dans un produit, peu importe, et ajouter sa marge, etc., etc. C'est un petit peu la même idée. Ce qu'il nous explique ici, c'est que finalement, étant donné qu'on va le voir juste après, la courbe des taux est en train de se décaler
il y a un double effet, hein. La courbe des taux est en train de se décaler vers le haut, donc elle vient tendre encore plus les conditions financières, et donc forcément bah, on a moins besoin d'augmenter les taux. En gros, ce qu'on nous dit là, c'est que le marché travaille pour la Fed, et donc que si le marché travaille pour la Fed, et si les conditions financières se tendent plus, bah, elle n'a pas besoin elle-même de tendre encore plus les conditions financières. Dans la limite du fait que l'emploi reste fort. Et c'est, je te rappelle, la double mission de la Fed, l'emploi plus les taux. Voilà la charte de l'emploi américain, du NFP en tout cas. On voit qu'est-ce qui se passe. Hop, elle est partie. Qu'est-ce qu'on voit sur cette charte? On voit que, bah tu vois l'effet Covid, hein. on avait eu une baisse complètement dingue de l'ouverture de nouveaux emplois aux US, mais depuis, tout va bien, on est sur un trend haussier, et avec très peu finalement de mouvements, hein, très peu de changements, très peu d'écartifs qui se passent au niveau de l'emploi, et de mois en mois, on voit l'emploi qui se porte bien et bien et bien. Donc ceci couplé à cela, la fameuse courbe des taux qui se décale vers le haut, donc qui vient tendre les conditions financières. Alors, je vais t'afficher le 1 mois qui est la courbe cacadois. Donc ça, c'est là où on était il y a un mois, et aujourd'hui, c'est la courbe pleine ici. Qu'est-ce qu'on voit? Je te renvoie à toutes mes vidéos où j'ai expliqué en détail ce que voulait dire ce graphe et comment on interprétait les différentes échéances des bonds américaines. Quoi qu'il arrive, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'argent est plus cher. C'est ça qu'on voit, par le décalage de la courbe. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes à voir, et il y a deux choses qui viennent décider, et la Fed, de probablement geler la hausse de taux, et également, et surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, les opérateurs de marché à anticiper, peut-être, qu'il n'y aura pas de récession. Une non-récession, ou une fin de crise, ou un rallye des equity, ou un meilleur avenir financier, et un meilleur avenir également pour les entreprises, etc. Une économie, on va dire, qui se porte mieux. Première chose, la courbe se décale vers le haut, ok? Donc, il y avait un problème. C'est-à-dire qu'on avait une inversion extrêmement prononcée de cette courbe des taux. C'est-à-dire qu'on empruntait de l'argent ici sur des échéances courtes, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, beaucoup plus cher que sur une échéance longue, ce qui est absolument pas logique dans une économie normale qui se porte bien. Je peux pas emprunter ici à 5,50 et alors que à 3 mois, et emprunter sur 20 ans à 4,60, tu vois, il y a encore un mois, à 4,50. C'est pas possible, tu vois, c'est illogique. Pourquoi il y avait cette inversion? Tout simplement parce que le marché anticipait plus de hausse de taux à court terme et moins à long terme, avec un retour à la normale, ce qui fait qu'on avait une inversion qui était très importante. Et on dit souvent que quand cette courbe est inversée de façon extrêmement importante comme ça augure une récession. Pourquoi? Parce que tout simplement, si elle est inversée, ça veut dire qu'il y a des hausses de taux à court terme qui peuvent provoquer potentiellement une récession, et on a également des effets qui viennent extrêmement tendre l'économie sur justement l'accès à l'argent, puisque 1, l'argent coûte plus cher à court terme, et 2, forcément, ça vient baisser la liquidité, ça vient baisser l'argent qu'il y a dans le système, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs qui vont retarder potentiellement leurs investissements, etc., leur déploiement de fonds. Donc la première chose, c'est que cette courbe se décale vers le haut. Donc là, la Fed est finalement contente, puisque les conditions financières viennent se tendre. Ça, c'est la première chose qui nous intéresse, bon, pour confirmer un petit peu la vue de la Fed, et surtout bah, pour mettre plus de pourcentage de chances qu'elle vienne geler enfin ces hausses de taux, ce qui arrangera tout le monde, et les investisseurs immobiliers, et les investisseurs en bourse, et absolument tout le monde au niveau de l'économie. Donc ça, c'est la première chose. Ça nous intéresse, ok. Par contre, ce qui, moi, m'intéresse plus, c'est ça. Ici, on a le spread, ok, alors je vais le laisser en petit pour l'instant pour l'expliquer. On a le spread, et alors ici, j'ai pris le spread de 10 ans, 2 ans, on pourrait prendre le 10 ans, 5 ans, etc., peu importe. Ce qu'on regarde, c'est le spread, c'est-à-dire la différence qu'il va y avoir entre un horizon long terme, ok, là on a pris le 10 ans, et un horizon court terme, le 2 ans. Ok, donc quand la courbe est inversée, ce spread est négatif, c'est-à-dire qu'on emprunte plus cher, enfin moins cher à long terme, plus cher à court terme. Quand la courbe est dans un sens normal, puisqu'une courbe des taux, hein, regarde ma souris, normalement ça fait comme ça, hein, c'est forcément plus le temps passe et plus on va emprunter cher, ce spread est positif. Hein, donc là sur ma courbe, soit vert, soit rouge. On voit que le spread était descendu très négatif au fur et à mesure finalement hein, de tous les événements qu'on a connus, avec l'inflation qui augmente, donc le marché qui anticipe que la Fed va augmenter les taux, la Fed qui augmente les taux, le marché qui anticipe que la Fed va augmenter encore plus les taux, etc. Ce spread vient se creuser, ok. Mais ça, c'est bien l'anticipation du marché
en partie, et en partie les effets des hausses de taux. Okay, mais il y a aussi une très grande partie d'anticipation du marché, puisque là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le spread vient se contracter, donc cette courbe, en plus de se décaler vers le haut, est en train de se réinverser, hein, de revenir dans le bon sens. Et là, cette partie, tu vois, où on vient décreuser ce spread, bah, c'est clairement de l'anticipation des opérateurs de marché. Les opérateurs de marché qui agissent sur ces instruments-là, c'est uniquement des institutionnels. Il n'y a pas de retail sur ce marché-là, où c'est absolument négligeable. On parle uniquement d'institutionnels et de grosses institutions, qu'elles soient banques ou institutions d'État. Okay, donc, c'est vraiment extrêmement significatif, et je sais que je suis chiant à chaque fois sur cette courbe des taux parce que personne ne la regarde, en tout cas dans le monde retail, alors que dans le monde professionnel, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc je tente à chaque fois d'emmener un petit peu plus d'inside et d'incentive pour que tu puisses comprendre ça. Donc, ce spread, il nous dit que le marché, très clairement, est en train d'anticiper potentiellement un meilleur avenir économique. Okay. C'est un premier indice. Okay. Ensuite, je t'ai parlé un petit peu plus tôt d'indicateurs leaders. Okay, qu'est-ce que fait finalement, bottom line, un investisseur en bourse quand il achète des actions? Okay, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à anticiper que l'action qu'il achète, l'entreprise qu'il achète, fasse des résultats qui soient meilleurs demain. Ce qui fait qu'il achète à un prix X et il parie que demain, ça soit mieux, l'entreprise fasse mieux et une meilleure profitabilité, un meilleur chiffre d'affaires, des meilleures marges, etc., etc., tout un tas d'indicateurs qui fait qu'elle sera évaluée plus cher, tout simplement. Okay, donc si j'achète 100, j'espère que demain, ça vaudra 200. Mais ça, si je regarde au niveau macro, si je regarde au niveau global, sur toute l'économie, de quoi on parle? On est juste en train d'anticiper le PIB du pays, parce que le PIB, c'est finalement la somme de la valeur créée par les entreprises, notamment, en grande partie. Et donc, on est en train, tout simplement, d'anticiper, est-ce que l'économie au sens large va se porter bien? Si l'économie au sens large se porte bien, il y a quand même plus de chances que les entreprises se portent bien, bien sûr avec des disparités en fonction des secteurs et des disparités en fonction des entreprises. Donc en fait, c'est une espèce de pyramide où on vient ajouter de la granularité. Est-ce que le pays a un PIB déjà qui grandit de trimestre en trimestre, d'année en année, ok? À quelle vitesse et avec quelle force finalement on a cette augmentation? Et aussi le rate of change, c'est-à-dire est-ce que l'augmentation augmente? Est-ce que la vitesse d'augmentation augmente? Donc ça c'est un petit peu le premier niveau de granularité. Est-ce que l'économie tire de plus en plus? Le deuxième niveau de granularité, c'est quels sont les secteurs, je vais en parler un petit peu après, des secteurs de prédilection que j'ai en ce moment, qui tirent le plus, et ensuite on descend encore au niveau de granularité, on regarde les entreprises. Bref, pour juger d'une économie, on a un certain nombre d'indicateurs leaders, et notamment sur l'économie américaine, qui sont relativement connus et qui fonctionnent bien. Le premier, c'est l'ISM Manufacturing. Qu'est-ce que c'est? C'est la production manufacturière aux États-Unis. Okay, faut savoir que la production manufacturière aux États-Unis, donc vraiment la fabrication de produits, hein, les usines, etc., c'est 20% de l'économie américaine. Et il faut savoir que cet indicateur, quand on fait tous les backtests du monde depuis qu'il existe, on voit qu'il prédit qu'il est leader sur le taux de croissance du PIB 80% du temps. Et tous les indicateurs que je vais te montrer là ont un haut niveau de prédictabilité au niveau du PIB, donc de l'économie, donc de la santé économique. Okay, qu'est-ce qu'on voit au niveau de cet indicateur? Alors très rapidement, pour le comprendre, quand on est en dessous de 50, le secteur de la manufacture se contracte. Quand on est au-dessus de 50, le secteur de la manufacture est en croissance. Okay, donc tu vois que ça fluctue avec le temps. Bien sûr, quand on avait le Covid, on est descendu à 41, ce qui est une valeur très basse pour le PMI. Hein, on ne voit pas des valeurs à 10. Hein. On est toujours relativement proche de 50. 40, ça fait vraiment la gueule, tu vois. Et 60, 65, 70, oulala, ça commence à chauffer vraiment très fort. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que, bon, après le Covid, forcément, le boom qu'on a tous connu, qui nous a également créé l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, bien plus, et je le répète, malgré tout ce qu'on peut lire sur Internet, bien plus que la création monétaire, que l'impression monétaire, que la méchante Fed, que les méchantes banques centrales. Ça fait 10 ans qu'il y a des injections monétaires, on n'a pas connu cette inflation-là. Cette inflation-là vient du choc de l'offre et de la demande qu'on a connu pré et post, pendant Covid, enfin toute la session en fait. Hein. Quand le Covid est arrivé, boum, tout s'est fermé, etc. Je te refais pas la vidéo. Donc on est monté très haut, et là, depuis tous les événements qu'on connaît, Fed, inflation, hausse de taux, on était descendu sous 50. Donc on avait une contraction de la manufacture. Il semblerait, hein, quand même, là, qu'on soit sur un retournement. Okay, faut savoir que cet indicateur lead la croissance du PIB de 6
à 8 mois, ok. Donc on a eu ce retournement, on aurait eu le point bas en juin, ok. Et là on est sur un retournement. Aujourd'hui on est à 49, on est quasiment de retour dans une phase de croissance. Et je te rappelle que quand on est un investisseur et quand on tend de plus en plus vers le côté trader, mais sans même tendre vers le côté trader, même en étant un investisseur long terme, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à anticiper les mouvements. On ne cherche pas à arriver quand tout le monde dit ah, c'est génial, to the moon, etc. Plus on rentre tôt et plus on va profiter d'un upside potentiel. Okay, à pondérer bien sûr en fonction des horizons de temps de chacun, mais tu as compris l'idée. Deuxième indicateur, là on vient de voir donc l'ISM Manufacturing, donc la manufacture. Maintenant ce qu'on va voir, c'est l'ISM non manufacturing, ok. Donc, ce qui n'est pas la manufacture, donc ce qui est les services, ok. Les services, c'est 80% de l'économie américaine. Donc, c'est encore plus gros que la manufacture. Et c'est quelque chose, pareil, tu vois, là, on a l'historique depuis 2013, qui va fluctuer. En général, on est toujours... disons que l'état normal de cet indicateur, c'est quoi? C'est une petite croissance, hein, une croissance annuelle qui va bien. Tu vois qu'on se promène très souvent aux alentours de 55. Pendant le Covid, boum, on est descendu très bas. Ok, on est descendu quasiment à 40. Tiens, je vais mettre les bandes comme ça. On est descendu quasiment à 40. Et là, aujourd'hui, pareil, comme l'ISM Manufacturing, on aurait fait un point bas juste en dessous de 50. Hop, un petit rebond. Et tu vois, on a envie de se demander là, est-ce qu'on repartirait pas à la hausse? Alors, on est un petit peu, c'est un petit peu moins clair que sur le manufacturing, les services, mais c'est aussi un secteur qui est tellement plus large, donc qui englobe tellement plus de choses que forcément, on a des disparités qui sont plus importantes à l'intérieur. Mais moi, j'ai quand même envie de surveiller ça. De toute façon, c'est quelque chose que je surveille tous les mois, mais j'ai vraiment là maintenant envie de le surveiller parce que si on vient rechercher la 50, 55. Là, on est à 53,6. Si on va chercher 54, 55, 56, etc. Les mois suivants, pareil, c'est en train de me dire. Et on est au même niveau un petit peu d'avance, de leading sur la croissance de l'économie et du PIB. J'ai envie de me dire, putain, ça repart dans le bon sens. Donc la thèse du soft landing, elle fonctionne pas trop mal. Ok, donc deuxième indicateur leader à garder en tête. Le troisième, c'est le sentiment des consommateurs. Alors, qu'est-ce que c'est que le sentiment des consommateurs? Eh ben, c'est tout simplement des questions qu'on vient poser aux consommateurs américains moyens. Et pareil, on fait un indicateur, un index à partir de ça. Pareil, c'est quelque chose qui est très suivi, qui lead l'économie. Sauf qu'il faut savoir que le consommateur est globalement un petit peu toujours en retard, puisque c'est quoi le consommateur? C'est l'américain moyen, c'est le pékin moyen. Donc globalement, il va avoir un petit peu la réaction de l'investisseur en bourse, tu sais, qui est toujours aussi un peu en retard et qui va vendre quand ça baisse et acheter quand ça monte. Donc là, on est relativement bas. Alors il ne fonctionne pas de la même façon avec au-dessus de 50 et en dessous de 50. Faut savoir que la valeur, là où on est actuellement, 68, c'est relativement neutre, voire même bear. Ok, donc oui, là, le consommateur américain, en ce moment, il ne voit pas l'avenir super bien. Ok, mais ce que je regarde, c'est aussi le rate of change, donc la vitesse de changement de cet indicateur, et est-ce que on est dans le bon sens? Est-ce qu'on a vu un trou ou pas? Pareil, juin 2022, il semblerait qu'on ait vu un trou et qu'on soit quand même sur un meilleur sentiment des consommateurs américains. Pourquoi c'est important? Parce que si le sentiment des consommateurs forcément s'améliore, eh bien, c'est toujours pareil, ils consomment plus. S'ils consomment plus, c'est bon pour les entreprises, ok? Consommateurs américains, pareil, comptent pour 80% de l'économie américaine. C'est-à-dire que 80% des trucs vendus sont vendus à des consommateurs, des particuliers, ok? Pas des professionnels. Donc, on le regarde. Et on regarde, encore une fois, au-delà de où il se situe, quelle est sa vitesse de changement et est-ce qu'il est dans le bon sens ou pas, et surtout, est-ce qu'il a fait un top ou est-ce qu'il a fait un bottom. Après, on peut descendre en granularité, mais ça demanderait une vidéo par indicateur par rapport à qu'est-ce qui est leader dans le leader, puisque l'indicateur est bien sûr composé de plusieurs choses, tu vois, comment vous vous sentez dans un an, à 5 ans, quelles sont les conditions d'achat, etc., etc. Mais c'est pas le moment aujourd'hui. Mais en tout cas, ça soutient notre thèse. Ça soutient notre thèse que le plus dur serait potentiellement derrière nous et qu'on est en train de mettre en place les choses pour peut-être partir sur quelque chose de boule. Ensuite, on a quelque chose qui est pareil, très suivi et très significatif au niveau de l'économie. Les permis de construire. Donc ça pareil, une économie qui se porte bien, c'est des permis de construire. Pourquoi ?
Parce que les promoteurs sont des gens intelligents, ok. Donc ça prend une grosse partie de ces permis de construire, c'est des professionnels, c'est des promoteurs. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là sont globalement intelligents, et surtout sur le marché US, on a des grosses boîtes cotées et vraiment des grosses machines qui font de la promotion. Si ces boîtes-là partent du principe que les conditions économiques et la demande sont assez bonnes pour déposer plus de permis, tout simplement, c'est qu'ils anticipent qu'ils vont vendre, parce que leur but c'est de construire et de vendre. S'ils anticipent qu'ils vont vendre, c'est qu'ils anticipent que potentiellement les conditions économiques sont bonnes, ou en tout cas le plus possible. Donc on en fait un indicateur, on regarde combien ils déposent de permis, et puis on se dit ok, quand ils en déposent moins, c'est que ça pue, et que les conditions économiques elles puent, et quand ils en déposent de plus en plus, pareil encore une fois, on regarde pas forcément là où il se trouve, on regarde la vitesse où il change, et est-ce qu'il va dans le bon sens, et est-ce qu'il a fait le trou, ou est-ce qu'il a fait le top. Eh bien, on anticipe du coup, forcément, des meilleures conditions économiques, 2, une liquidité supérieure, et des conditions de prêt supérieures. Pourquoi ? Parce que le marché américain de l'immobilier est très leveragé. De la même façon qu'en France, c'est relativement leveragé. Il y a des banques, pourquoi ? Parce que les particuliers, ils achètent forcément à crédit, et aussi tout un tas de professionnels. Ce qui fait que si les gens qui construisent anticipent que les gens qui achètent vont continuer à acheter et vont accélérer leurs achats, ils vont forcément déposer plus de permis et ainsi de suite, tu vois. Donc c'est une espèce de cercle vertueux ou de cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on voit qu'il a fait le trou, pareil. Il a fait le trou et là, on est en train d'augmenter et on dépose de plus en plus de permis de construire. On revient sur les niveaux pré-Covid, qui sont des niveaux qui étaient à l'époque normales. Tu vois que forcément, l'économie étant en croissance, forcément dans le temps, on a un lent uptrend dans des conditions normales du dépôt de permis. Quand on a un événement macro compliqué, pouf, on vient casser, on sort de ce trend-là. Quand on a un recovery juste après et un moment d'euphorie comme on a eu post-Covid, pouf, on vient casser par le haut et on sort du trend. Là, on est toujours en dessous, là, si je tire une espèce de ligne imaginaire, on est toujours en dessous, mais on est en train de venir rechercher finalement les conditions relativement normales qui devraient être dans des conditions économiques actuelles, je pense, aux alentours de 1700 permis de construire. Okay. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se passe bien. 1700 sur l'index, 1700 ça fait 1,7 million. Donc, il faut comprendre que, pareil, pourquoi ça nous intéresse ? Parce que ça nous raconte la même histoire. Et ça, c'est aussi un indicateur leader, et notamment pour prédire le PIB de 3 à 4 trimestres en avance. Ensuite, on a le sentiment des small business, ce qu'on appelle les small business, small biz optimisme aux États-Unis. Alors, pourquoi ça nous intéresse ? Parce que les small business, tout simplement, les petites entreprises aux États-Unis, c'est une très grosse partie de l'économie. 99% des entreprises américaines sont considérées comme des small business. On connaît tous les entreprises qui sont énormes, et notamment celles qui nous intéressent en bourse, mais dans l'économie sur le terrain, comme dans tous les pays, la plupart des entreprises sont des petites entreprises, des PME, 10 employés, 20 employés, etc., etc. Et quand on regroupe toutes ces petites entreprises, qui sont bien sûr des entreprises privées non cotées, etc., ça compte pour 50% du PIB américain quand même. Et également 50% de la totalité des employés du secteur privé. Donc c'est quelque chose qui pèse. Et c'est aussi pour ça qu'on leur demande leur avis, et est-ce qu'ils sont optimistes ou pas ? Parce que ça veut dire que c'est des entrepreneurs, tout simplement. Donc s'ils sont optimistes, ça veut dire qu'il y a des ventes, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de ventes, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de clients, et s'ils sont pessimistes, ça veut dire que ça se passe mal. Et ce qu'on vient regarder, encore une fois, c'est pas la valeur absolue, on s'en tape, c'est plutôt le comportement de l'indicateur. Est-ce qu'on a fait le trou ? Est-ce qu'on a vu le top ? Quelle est la vitesse du changement, de la croissance ou de la décroissance ? Pareil, on aurait fait un trou, mais c'est beaucoup moins clair, ok ? Sauf que, il y a une espèce de tendance de fond sur cet indicateur depuis 2018, où finalement, on était déjà en perte de vitesse. Parce qu'il n'y a pas que les conditions économiques macro qu'on peut connaître, les premières qui nous viennent en tête, c'est-à-dire un Covid, c'est-à-dire une guerre, c'est-à-dire tout ce qu'on veut, ou des difficultés sur les marchés financiers. Il y a également une grosse part de politique américaine, et notamment, est-ce que le pays va bien, ou est-ce que le pays s'enfonce doucement ? Et là, ce qu'on voit, c'est que forcément,
sans pareil prendre parti pour quoi que ce soit, mais les dernières élections, les dernières dispositions qui ont été mises en place aux États-Unis et le contexte un petit peu actuel aux États-Unis, vraiment sur place, est-ce que le pays est toujours en train de tirer comme c'était la belle époque ou non? On voit que depuis quelques années, c'est un petit peu plus compliqué. Donc cet indicateur également a une vraie trend baissière, pareil, qui avait été amplifiée pendant le Covid, d'où on était sorti post-Covid, et puis on est en train de se promener. Donc il est peut-être moins prégnant. Par contre, si on vient casser significativement dans un sens ou dans l'autre, toute chose étant égale, en enlevant ce qui pourrait se passer avec une grosse annonce économique, etc., ça voudra dire quelque chose. C'est-à-dire que si demain, poum, on va avoir 95-100, alors qu'il n'y a pas une nouvelle loi ou un truc de dingue qui vient concerner les small business, ça voudra dire forcément, il faudra creuser, hein, puisque là je te le montre, si tu veux, de façon courbe. Mais il faut savoir que, et amuse-toi à faire ça, fais tes devoirs si tu es sérieux en investissement, tous les indicateurs que je te montre, tape-les sur Google, tu vas arriver sur les sites officiels des différentes boîtes qui font ça, et qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que oui, là moi je te montre l'index parce qu'on le fait rapidement, mais si tu as envie de rentrer dans le détail et ce qu'il faudrait faire normalement, notamment si quand on commence à investir des sommes qui sont importantes et ou si on est du côté trading, c'est de rentrer dans le détail. Tu vas voir que avec l'indicateur, il y a des sous-indicateurs qui composent cet index. Chaque sous-indicateur est plus ou moins leader, et également il y a des commentaires. C'est-à-dire que on a 2-3 pages de texte qui nous expliquent comment ça s'est décidé, comment ça s'est fait, et surtout des extracts, notamment sur les sondages, sur le PMI, le NMI, etc. Dans chaque secteur de l'économie, on va dire, ok, moi par exemple, je prends le premier truc qui me passe par la tête, ok, je bosse dans la confection, dans les produits chimiques, et ben en ce moment, on a des difficultés d'approvisionnement à cause de tel ou tel truc. Moi, je bosse dans la confection de meubles, et en ce moment, putain, c'est un truc de fou, on a de plus en plus de gens, de consommateurs, et on a 3 mois de retard, et on n'a plus de stock. Donc, tout ça va aussi te donner des idées, et notamment pour les traders, sur quel secteur et sur quel potentiellement business creuser, tout simplement. Encore une fois, c'est à chaque fois un jeu de recouper les informations et de jouer à Sherlock Holmes pour pouvoir aller plus loin. Mais là, on dépasse le cadre de cette vidéo. Maintenant, il faut que je te parle de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les différents spreads qu'on va avoir sur les corporate bonds. On en a déjà parlé plusieurs fois, on va y passer rapidement. Le spread sur les corporate bonds, c'est quoi? On regarde, on se met à la place d'un investisseur, ok? On regarde, si moi je suis un investisseur, qu'est-ce que je peux acheter avec un rendement positif qui est le moins risqué, ok? Obligations américaines, d'accord. Ensuite, on regarde les obligations, non pas d'État, mais les obligations des entreprises, qui sont classées suivant plusieurs critères pour savoir si elles sont de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Ok, tu as déjà vu les notations A, B, C, B+, BBB, etc., etc., jusqu'à junk. Donc là, on les a classées. Moi, globalement, j'ai fait 3 grandes catégories. Les plus quali en blanc, les toujours quali, mais un peu moins quali en bleu, et le junk bonds, donc plus haut rendement, mais plus grand risque, en orange. On regarde le spread, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre acheter ses obligations par rapport à une obligation d'État, le truc le moins risqué. Et on regarde combien de pourcentage d'écart il y a entre une entreprise et l'État. Donc entre ce qu'il y a de pas risqué et ce qu'il y a d'un peu plus risqué mais qui rapporte plus. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tu vois, je vais zoomer, tiens, un petit peu sur Covid. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand il y a un événement important, le spread explose. Ok? C'est-à-dire que l'investisseur est prêt à payer beaucoup moins l'obligation. Okay, vu qu'il est prêt à payer beaucoup moins l'obligation et que les entreprises ont quand même besoin de se financer et quand même besoin d'emprunter de l'argent, forcément elles sont obligées de rémunérer plus leurs obligations. Et donc on a ce spread qui explose. Okay, on va payer beaucoup plus cher en tant qu'entreprise pour emprunter des fonds. Ce qui n'est pas bon signe pour l'économie, très clairement. Alors on voit que les obligations de qualité augmentent, les obligations de qualité toujours mais un peu moins augmentent, et les obligations junk, okay, les plus compliquées, les plus risquées, explosent. Tu vois, pendant le Covid, on était monté quasiment à 11% de rendement sur une obligation. C'est quand même un produit relativement safe, tant que l'entreprise ne fait pas faillite. Et en plus,
quand bien même l'entreprise fait faillite, on est en premier rang, tu vois ce que je veux dire. L'obligation, c'est ce qu'il y a de plus fort en termes de rang de paiement après les banques en général. Donc, et quand il n'y a pas de banque, tout court. Donc, c'est extrêmement significatif. Maintenant, ce que je regarde, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on voit que... Alors, on va regarder les junks parce que c'est quand même plus prégnant au niveau de la courbe, surtout qu'on est sur la même échelle pour toutes. Ben, on voit qu'on est en baisse. Donc, qu'est-ce que nous dit le marché? Le marché nous dit, j'ai besoin de moins de rendement par rapport au risque perçu actuel. Voilà ce qu'il nous dit le marché. Le marché il nous dit, j'accepte d'être payé moins par rapport au truc le moins risqué du monde. Donc là, on n'est plus qu'à 4,35 sur les junks de spread. Donc j'accepte d'être payé 4,35 de plus que le truc le moins risqué du monde par rapport à il y a quelques mois où je voulais 5, par rapport à quelques mois encore où je voulais 6. Donc j'accepte d'être payé un peu moins. Pourquoi? Parce que je considère que le risque est plus bas. Je considère que le risque de faillite est plus bas. Là, étant donné qu'on a agrégé toutes les entreprises, toutes les junks ensemble là sur cette courbe, forcément ça nous donne une vision globale des investisseurs globaux au niveau du marché global et de la totalité des entreprises. Bien sûr, si on rentre dans le détail de chaque entreprise, il y a toujours des obligations qui vont être très chères et d'autres beaucoup moins chères parce que chacune est réitée par rapport au risque perçu. Mais là, de façon globale, le risque perçu diminue, ce qui est aussi très bon signe pour l'économie. Même quand on va sur les obligations de qualité, ici, pareil, on a un trend baissier, le risque global perçu diminue. Okay, on a un spread qui est sur les top bonds A, on est à 1,10 de spread aujourd'hui, ce qui est bon signe. Certes, on peut aller beaucoup plus bas. Normalement, dans une économie Goldilocks, classique, géniale, tout va bien, on va aller chercher plus aux alentours de 0,6, 0,8, 0,5. Mais toujours est-il que on va dans le bon sens. Et ça, c'est également un indicateur leader. Je fais un point très rapide avec toi, pareil, pour clôturer cette partie américaine. Ensuite, on ira sur la partie Israël-Palestine, sur la earning season, puisque on a commencé. Donc, pourquoi on regarde la earning season à chaque fois et pourquoi on se pose la question du reporting des différentes entreprises? Parce que forcément, le marché attend quelque chose. Le marché attend un truc spécial à chaque fois. Okay, donc le marché va se poser deux questions en général, okay, et il va regarder deux grandes catégories. Est-ce qu'on fait plus de ventes, et donc plus de chiffre d'affaires, et est-ce qu'on fait plus de profitabilité, okay, c'est-à-dire tout simplement plus de bénéfices. Donc sur la partie vente, c'est vraiment la partie chiffre d'affaires, ok. Donc est-ce qu'il y a plus de gens qui achètent, ou est-ce qu'on vend peut-être plus cher? Bref, on a vraiment cette partie traction de l'économie. Et sur la partie earnings, donc profitabilité, on a également un petit peu le levier opérationnel qui vient en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on peut faire plus de bénéfices en faisant le même nombre de ventes ou même moins de ventes si on diminue nos coûts. Okay, donc ces deux choses nous permettent de voir et la partie vente, chiffre d'affaires, et la partie levier opérationnel. Si les deux vont dans le bon sens et si les deux grossissent de plus en plus vite, à chaque fois on a une boîte qui se porte bien et en général qui augmente en bourse. Moi, ce que j'aime regarder, notamment en début de saison comme ça de reporting, c'est la surprise. Okay, est-ce que par rapport aux chiffres des analystes, on est en situation de surprise ou pas? Ce qu'on voit, c'est que sur les ventes, pour l'instant, alors il n'y a que 51 boîtes qu'on reporte pour l'instant, mais sur les ventes, il n'y a pas de grande surprise. On a quelques surprises vraiment négatives, notamment sur les communications. On va en parler juste après au niveau des secteurs. Sur les communications qui sont dans les choux, et les financials qui sont dans les choux, ce qui, nous étonne pas trop. Par contre, on a des surprises au niveau de la profitabilité. Donc là, ça veut dire que les entreprises se sont de plus en plus adaptées au contexte actuel, au contexte de hausse de taux, au contexte économique compliqué, au contexte de recrutement compliqué, etc., etc. Avec des vraies surprises qui sont en train de se mettre en place sur la profitabilité des entreprises. Et ce qu'on voit dans le futur, puisque je te rappelle que, ok, ça c'est le quarter précédent, ce qui nous intéresse c'est de voir comment on anticipe les quarters suivants et donc l'économie dans le futur, et bien on voit que là on a le taux, le taux d'augmentation, on voit qu'on anticipe de plus en plus, et à chaque fois on vient mettre à jour les projections de vente et de profitabilité sur des moments passés où c'était un peu dégueulasse. C'est-à-dire qu'on perdait en vitesse, voire même
on passait négatif, là, au niveau de la profitabilité. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on se prenait un petit peu tout le contre-coup de la baisse de la demande, de la hausse des taux, etc. etc. Les entreprises, il faut le temps que ça vienne se répercuter dans les chiffres, dans un sens comme dans l'autre. Là, on a passé ce contre-coup, on a appris à mettre en place de nouveaux leviers opérationnels, etc. Et on a aussi une augmentation des ventes avec une vision des différents acteurs et analystes et les entreprises elles-mêmes qui devraient s'accélérer plus tard. Donc ça vient corréler un petit peu tout ce qu'on a vu juste avant avec les indicateurs leaders. Il faut savoir que ces chiffres-là sur la droite, qui sont une anticipation, ils viennent d'où? Ils viennent d'une partie des analystes, dont c'est le métier, mais les analystes, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur les commentaires des différents chefs d'entreprise. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, quand une boîte reporte, donc là, en ce moment, paf, Q3, on va reporter le quarter d'avant. Donc oui, c'est lagging. Okay. Par contre, quand on lit, et c'est ça qu'il faut faire, parce que juste regarder les chiffres du report d'une entreprise, c'est pas méga intéressant. Par contre, quand on lit le bilan, quand on lit le transcript, quand on lit les différents PDF qu'on va mettre à notre disposition en tant qu'actionnaire et sur les différents sites officiels, etc., on a des commentaires, cette fois-ci, qui sont présents, sur comment on voit le business aujourd'hui, et on commente le quarter, mais qui sont aussi dans le futur. Des commentaires d'anticipation. On dit, tiens, là, on vient d'augmenter le trafic de notre magasin de 15% le mois dernier, et on anticipe sur les 3 prochains mois plus 22%. Parce que ça. Et donc, les analystes eux-mêmes se basent beaucoup là-dessus pour forwarder, pour tout simplement analyser et prévoir et forecaster le futur. Et au niveau des ventes, et au niveau de la profitabilité. Et ils mettent tout ça dans des matrices complexes, avec notamment des éléments macro-éco, comme ceux qu'on a vus avant. Et ils se font leur idée, etc. Et ensuite, il y a un consensus qui se fait, et on vient faire un chiffre moyen avec tous les analystes. C'est comme ça qu'on obtient ces chiffres-là. Donc ces chiffres-là, quand ils sont en augmentation, bon, on est content, mais ce qu'on va regarder aussi, c'est est-ce qu'ils augmentent de plus en plus avec le temps, et est-ce que finalement, il y a un consensus qui se met en place sur une amélioration des conditions économiques. Voilà, et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc ça met encore de l'eau dans mon moulin, de me dire, tiens, ça se passe de mieux en mieux. Et tu vois, il y a un truc que je voulais te dire à ce stade de la vidéo, c'est que dans Money Game, j'ai partagé ma watchlist. Puisque là, je suis en train, avec toi, d'analyser ce dont je me suis rendu compte finalement il y a quelques temps, qu'il y a des grandes chances que pour les US, on va voir quand même le conflit israélo-palestinien juste après, mais pour les US, on a peut-être vu le plus dur. Et donc je pense qu'il y a des trades à prendre, qui soient très court terme ou moyen terme, ou des investissements long terme. Et notamment, ces analyses, je les partage dans Money Game. J'en ai partagé une pas plus tard qu'hier. Donc si tu veux tout simplement nous rejoindre dans Money Game et profiter de tout ça, le lien est là, 1 € par jour. Tu as accès pendant 1 an et tu peux tout simplement avoir accès à moi, ainsi qu'à tout le staff et les associés Green Bull, ainsi que tout finalement la communauté Money Game. Et tu vois que ça se tire pas mal vers le haut. Et là, on parle de trading et d'investissement, mais on parle aussi de crypto, on parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat, etc., etc. Tous les sujets qui nous intéressent, et globalement tous les sujets qu'on voit sur cette chaîne et tout ce qu'on fait chez Green Bull se passe beaucoup dans Money Game. C'est un peu notre OnlyFans personnel. Tu as toutes les infos ici sur moneygame.fr. Maintenant qu'on a vu ça, ce que je voudrais, c'est qu'on parle du positioning. On a déjà vu cet indicateur ensemble, que je me suis fait un petit peu perso. C'est un concept qui existe, le market breadth. Après, tout le monde le règle un petit peu comme il veut. Ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est pas de tirer des traits magiques et de dire « Ah, il y a une trend, il y a une cassure, etc. » On s'en branle complètement. Je te rappelle que c'est lagging, l'analyse technique. Ce qui nous intéresse, c'est d'anticiper la macro pour notamment anticiper bien avant la cassure, justement, ce qui va se passer et prendre potentiellement des positions ou des investissements. Qu'est-ce qui m'intéresse sur cet indicateur? C'est que ce que je regarde ici, c'est le S&P 500, ok? Donc les bougies, c'est la totalité du S&P 500. Bon, c'est des bougies un peu spéciales. Enki Nashi, globalement, sans rentrer dans le détail du calcul de ces bougies, c'est que on vient faire une moyenne. C'est-à-dire que chaque bougie prend en cours et la session, ou là, la semaine, parce qu'on est en weekly, en cours, plus la moyenne de différentes
différents prix passés, ok. Ça permet quoi? Ça permet tout simplement de nettoyer le graphe. Tu vois qu'on a beaucoup moins de volates et qu'on a des trends qui sont plus propres. Okay, quand on est dans un cycle haussier, bah, ça se voit vachement mieux. Quand on a des corrections, ça se voit vachement mieux. Voilà, tout simplement. Surtout sur des unités de temps longues comme ça. Maintenant, ces courbes bleues et rouges, c'est quoi? Je te rappelle qu'on regarde le S&P 500, le nombre d'entreprises qui sont sous leur moyenne mobile, tout simplement. Okay, donc pour la bleue, qui sont sous la moyenne mobile 200, et pour la rouge, qui sont sous la moyenne mobile 50. Pourquoi les moyennes mobiles? On aurait pu prendre n'importe quoi, parce que la moyenne mobile, comme son nom l'indique, c'est une moyenne. Pareil, elle regarde dans le passé une moyenne des cours, et est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne? Donc c'est vraiment un indicateur de positionnement qui n'est pas du tout magique, qui n'est pas du tout immuable. Par contre, quand je vois que la totalité ou la grande majorité du S&P 500 est sous sa moyenne mobile et 50 et 200, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de baissier, tout simplement. Okay, ou en correction violente. Quand ça dure très longtemps, bah, connaissant les marchés financiers et la plupart des opérateurs, il y a de l'argent à faire. Et inversement, quand on est en surchauffe et que la totalité du S&P 500 est largement au-dessus de sa 50 et de sa 200 et que ça explose to the moon, forcément, il y a potentiellement des prises de profit qui vont arriver. Donc ça permet quoi? Cet indicateur, ça permet de potentiellement avoir une idée, soit des retournements de tendance, soit des éventuels rebonds, hein, et de venir purger les excès dans un sens ou dans l'autre. Okay, on est très bas actuellement, et notamment on est en phase de rebond, et ça vient corroborer un petit peu ma thèse de dire ok, et c'est là où je vais l'élaborer avec toi, je pense qu'on a vu le plus dur sur les marchés, et sur le marché américain. Je pense qu'on va repartir de plus en plus en croissance, et qu'on est en train de mettre en place une situation vraiment intéressante. Pourquoi? Bah parce que c'est potentiellement du Goldilocks. C'est-à-dire que on va avoir des taux qui vont arrêter de monter, potentiellement, hein, se geler, c'est ce qu'on a vu avant, qui vont potentiellement baisser dans le futur, avec une inflation qui est contrôlée et qui est toujours en baisse, et qu'on espère va venir réatteindre 2%, comme ça tout le monde sera content, et une économie qui accélère sa croissance. Bah, ces quatre trucs ensemble, c'est la meilleure situation économique qu'ils puissent avoir, c'est celle qu'on a connue pendant 10 ans après la grande crise financière. Donc c'est magnifique. Mais il est encore beaucoup trop tôt, puisque les taux sont encore hauts et on n'est même pas sûr qu'ils soient bloqués, ils n'ont pas encore baissé, et la croissance, on a des indicateurs leaders qui nous montrent de plus en plus que ça va le faire, mais c'est des indicateurs leaders pas pour rien. Donc, moi, je pense, en mode Madame Irma, qu'on a vu le plus dur et qu'on va aller vers un retournement. Maintenant, la question, c'est quand? C'est-à-dire, c'est pas parce que je dis on va aller vers un retournement aujourd'hui, 10 octobre, que demain, boum, to the moon, tu vois. C'est des choses qui vont se mettre en place. Il peut y avoir des effets de correction dans un sens ou dans l'autre. On va pas marquer forcément un top, comme sur les cryptos, un bottom super clair, boum, V-bottom, repart to the moon. Mais en tout cas, je le sens plutôt bien. Première chose. Deuxième chose, le positioning qu'on est en train de regarder maintenant, on avait de grands excès qui étaient quand même historiques, hein, puisque on n'était pas non plus niveau Covid, mais on était dans les plus grands excès qu'on a pu connaître hors Covid. Ok, tiens, je vais t'afficher les 10 dernières années, ça va être dégueulasse. Hop. Sur les 10 dernières années, pardon, c'est un peu compliqué des fois quand je veux passer en plein écran. Sur les 10 dernières années, si on enlève les périodes Covid, on était là, hein, cette semaine, sur des niveaux historiquement bas. Donc ça me montre quoi? Ça montre tout simplement la potentialité d'un relief rally, et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, et ce qu'on va, je pense, vivre sur les prochaines semaines, c'est-à-dire un marché qui rebondit tout simplement parce qu'il a fait un excès qui est trop bas. Est-ce que ce rebond est le début d'une vraie hausse et d'un retour à la croissance? Et on aurait vu en effet les plus bas sur la plupart des indices, et ça y est, on est reparti à la hausse, et puis on va faire boum, boum, boum. Ou est-ce que ça va se tenter encore plus bas et refaire un excès avant de repartir? Ça, malheureusement, si c'était si simple que ça, j'ai envie de te dire, ça serait la fête du slip. Ok, qu'est-ce que je fais moi? Bah tout simplement, je prends des positions un petit peu plus acheteuses. Je suis en train de switcher tout doucement vers, j'étais beaucoup vers l'attentisme avec un portefeuille qui était relativement équilibré. Bah, je suis en train un petit peu de le déséquilibrer vers l'achat tout simplement, et de me poser la question de quels sont les secteurs qui vont tirer plus, ceux qui vont tirer moins, et comme ça, tout simplement, adapter le portefeuille. Voilà, ça se passe dans Money Game, ça se passe là. Maintenant,
conflit israélo-palestinien. C'est le moment compliqué. C'est le moment où tout le monde se déchire dans les commentaires. Je vous rappelle que j'en ai rien à foutre de votre avis sur pour qui vous êtes. Parlons de ce qui est le plus important. Comment je vais t'amener ça? Comme ça. Les Américains, toujours les plus forts, les plus grands, etc., balancent des porte-avions pas très loin pour éventuellement, on sait pas quoi. Mettre la pression, protéger l'Israël, parce que je te rappelle que les Américains sont alliés d'Israël, pour contrôler le coin, parce que qu'est-ce qu'il y a dans le coin là-bas au Middle East? Du pétrole, et pas qu'un peu. Et c'est ça qui se passe. Et c'est potentiellement, et tu l'as vu sur ma magnifique miniature putaclic, ce qui pourrait un petit peu casser notre beau scénario de juste avant. C'est que ce conflit aille s'enliser plus loin qu'il n'est aujourd'hui, et donc viennent potentiellement déstabiliser l'économie mondiale. Alors, je mets quand même un très gros disclaimer, une très grosse parenthèse. Je ne pense pas tout, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, tout horrible qu'il soit, toute gravité humaine humaine surtout, hein, et géopolitique, que soit ce conflit, qu'il ait un impact significatif sur l'économie, et notamment sur ce qu'on a vu avant, à part le pétrole, et on va faire un gros point pétrole maintenant, et quelques produits d'exportation israéliens, notamment les diamants, Israël exporte beaucoup de diamants, quelques semi-conducteurs, mais notamment, il faudrait checker, aller plus dans le détail, chose que j'ai fait, mais c'est à toi aussi de faire ton travail, quelles boîtes se fournissent là-bas, et également, qu'est-ce qu'ils nous font beaucoup, certains produits médicaux. Voilà, donc il y a pas mal d'entreprises, notamment de MedTech, qui s'approvisionnent là-bas ou qui sont carrément là-bas. Mais ça reste petit, tail, en termes de volume, c'est pas énorme. Par contre, dans le coin, ni Israël ni Palestine, mais dans le coin, et notamment les alliés, et notamment les pas alliés, les pas copains, les copains, etc., dans le Middle East, il y a beaucoup de pétrole. Et c'est pour ça que les Américains sont là-bas, et c'est pour ça qu'ils viennent faire un petit peu le gendarme comme d'habitude, parce que là, il y a éventuellement des éléments de déstabilisation. On va aller voir déjà le mouvement qu'il y a eu. Donc, le 6 octobre, tout va bien, tout le monde part en week-end, tranquille, et puis boum, attaque dans le week-end, et puis boum, lundi, ouverture, plus 4,17 sur le Brent. Ce qui n'est pas quelque chose de dingue. On s'accorde à dire, pas que moi, beaucoup d'analystes, que ce plus 4,17, c'est beaucoup de spéculation, justement d'opérateurs qui anticipent une escalade du conflit, qui anticipent que le pétrole pourra aller chercher 100 $ à nouveau, etc., et donc qui viennent se placer, donc ça vient créer une spéculation. 4,17 n'est pas un mouvement dingue, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même sur l'élément qui craint et qui pourrait puer le plus au niveau des conséquences économiques, et encore une fois, je parle que des conséquences économiques de ce conflit, eh ben, c'est pas un mouvement dingue. 4,17, tu vois, je vais te dézoomer un peu la courbe. On voit que, ouais, ok, mais on va aller sur year to date, et on voit que le mouvement actuel, oui, d'accord, mais bon, c'est pas une volate complètement dingue, ok? Donc ça, c'est la première chose. Mais en effet, on ne peut pas nier qu'il se passe des choses. La courbe des futurs a pris quand même une steep backwardation de plus en plus. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les prix des différents contrats futurs pour acheter du pétrole. Ok, je te rappelle qu'on peut acheter du pétrole aujourd'hui à un prix futur. Ce prix est fixé par des contrats futurs. Ok, si j'achète aujourd'hui un contrat futur 10-2025, donc dans 2 ans, eh bien, je vais le payer 74 $ le baril. Par contre, si j'achète un contrat futur pour on est quoi là, 2024, dans quelques mois, je vais le payer 82 $, ok? Ça, c'est ce que je payais vendredi, avant le conflit. Maintenant, aujourd'hui, je vais le payer 85, ok? Donc cette courbe, c'est décalé vers le haut. La verte, c'est vendredi dernier, la orange, c'est en temps réel. Donc, on voit que le marché anticipe, tout simplement, que ce conflit, il va puer. En tout cas, il va potentiellement avoir des conséquences supplémentaires sur le pétrole, mais que c'est globalement limité dans le temps. Puisque ce qu'on voit, c'est que oui, la courbe s'est décalée vers le haut, mais elle ne s'est pas redressée, tu vois, ou assez peu. C'est-à-dire que le marché anticipe également que ça va être plus cher parce que ça va craindre, mais que l'impact est assez limité dans le futur. Parce que la backwardation est toujours très présente. Okay, si le marché anticipait que ça
pourrait durer plus longtemps, bah, on aurait peut-être une courbe un petit peu plus plate. Okay, donc oui, on a de la spéculation, oui, on a des mouvements, oui, on a des trucs qui se passent, mais pour l'instant, et sur les prix live, spot, et sur les futurs, c'est toujours assez contracté. Maintenant, je te parlais des pays producteurs de pétrole. Pourquoi les Américains sont là? Parce qu'autour, on a l'Arabie Saoudite, okay, qui sont plutôt copains avec la Palestine, on a l'Irak, on a les Émirats Arabes Unis, on a l'Iran. Okay, on a des pays qui sont plutôt neutres, ou qui veulent l'être de plus en plus. Et je pense notamment à l'Arabie Saoudite qui, oui, certes, sans refaire toute l'histoire, parce que c'est pas non plus le but de faire de la géopolitique, mais est en train quand même de se détendre de plus en plus sur ses positions, parce qu'ils sont en train un petit peu de chercher à copier, notamment ce qui se passe à Dubaï, etc., et d'ouvrir leur économie. Donc se détendre un petit peu sur leur position économique et religieuse. Par contre, on a l'Iran. L'Iran, qui est le soutien le plus important dans le coin, que certains observateurs, à tort ou à raison, j'en ai rien à taper, indiquent qui serait derrière l'attaque du Hamas, ou en tout cas qui les soutiendrait, et donc qui serait vraiment un fervent financeur, etc., de la Palestine, et l'Iran, qui est en tension depuis très longtemps avec les États-Unis. Okay, pourquoi je te montre ça? Parce qu'il y a eu des précédents, c'est-à-dire que l'Iran, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu des choses qui se sont passées. L'Iran, c'est quand même 3 millions de barils par jour. Okay, c'est surtout ça qui m'intéresse sur ce camembert, c'est juste qu'on se rende compte ensemble que ce pays qui potentiellement serait impliqué dans le conflit et qui, on le sait, c'est pas un secret, est en guéguerre avec les Américains, bah, produit autant que les UAE, produit à peine moins que l'Irak, produit un tiers quand même de l'Arabie Saoudite qui est THE producteur de pétrole du coin. Donc c'est significatif quand même, cette production-là. Donc il y a deux choses qui peuvent se passer. Si le conflit s'enlise, et qu'il y a des tensions qui viennent se mettre en place avec l'Iran, ce que personne ne veut, et notamment les États-Unis, on peut avoir des embargos, des coupures de production, des baisses de production pour soutenir le prix. L'OPEC, qui, je te rappelle, réunit ces pays-là, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent se mettre d'accord pour dire « Ok, on diminue la production. Si on diminue la production, le prix va augmenter. Si le prix du pétrole augmente, ça a des effets très importants sur l'économie, et notamment sur la manufacture, notamment sur le transport, notamment sur l'inflation. Et tout notre beau scénario d'avant peut être un petit peu remis en question. Alors on en est encore relativement loin, mais on regarde. Et il y a un truc qui est pas mal pour regarder, c'est de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Et en 2008, en 2011, en 2019, à chaque fois qu'il y a eu des conflits un petit peu dans le coin, l'Iran notamment, et d'autres, encore une fois, le but n'est pas de chercher les responsables, en tout cas, c'est qu'il y a eu des blocus. Okay, et notamment, il y a un détroit, il y a un point ici, qu'on appelle le détroit de Hormuz. Hormuz, je ne sais pas comment on prononce localement. Hormuz. Ce détroit ici. Okay, qu'est-ce qui se passe? En bleu là, c'est tous les bateaux, ok, c'est en temps réel cette map. On a tous les bateaux, donc là j'ai filtré par les tankers qui transportent du pétrole, des produits chimiques, ok, donc vraiment tous les produits issus de la production de pétrole. Et bien tous ces bateaux-là doivent passer par là pour aller dans le Golfe ici et pour tout simplement charger ou décharger tous les produits pétroliers d'Irak, d'Iran, du Koweït, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, etc., etc. Tous ces bateaux passent par là. Il y a quand même un joli goulot d'étranglement là. C'est quand même vachement bloquable ça. Et ben c'est ce qui s'est passé, notamment en 2008, notamment en 2011, notamment en 2019. Et notamment, qu'est-ce qu'on voit? Que ça là, c'est l'Iran. Et que ça là, c'est le sud de l'Iran. Et donc c'est globalement un gros point de blocus possible. Et c'est pour ça, en grande partie, que les Américains sont dans le coin. Et c'est pour ça que les Américains ont également une base au Bahreïn, pour justement protéger ce détroit et cette partie-là, et pour avoir un petit peu une vue sur ce qui se passe ici. Donc, moi, sans chercher à dire qui a raison, qui a tort, etc., ce que je regarde, c'est est-ce que y a du trafic, quoi. Parce que le jour où le trafic ici, les bateaux vont arrêter de se promener, ça va puer fort, par contre. Alors aujourd'hui, il y a 110 bateaux. Hier, il y en avait 97, je crois, de mémoire. Le jour d'avant, il y en avait 130. Bref, c'est un trafic normal. Les bateaux ne sont pas arrêtés, les bateaux ne sont pas ancrés, à part quand ils sont au port. Ils chargent, ils déchargent. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de bizarre ou dangereux.
Mais s'il y a des blocus qui se mettent en place, ou de la tension qui se met en place, hein, parce que pour l'instant les porte-avions américains restent loin, ils regardent de loin, j'imagine qu'il y a des avions qui se promènent au-dessus, mais si on vient se rapprocher ici, il y aura potentiellement une zone de tension. S'il y a une zone de tension, économiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, potentiellement des vrais prix, enfin des vrais mouvements sur le prix du pétrole. Et pour moi, c'est vraiment le risque principal. Donc si je dois résumer tout ça, je pense qu'on est relativement loin d'un conflit qui va déstabiliser vraiment de façon importante la finance mondiale. Je pense par contre qu'il faut surveiller les prix du pétrole. Je vois que le marché a un petit peu spéculé, que le marché a un petit peu anticipé, mais pas d'une façon extrêmement importante, pas d'une façon à la hauteur du conflit comme nous on le perçoit, hein, humain, avec le bilan qu'on connaît. Mais en tout cas, le marché, lui, et notamment les traders pétrole, produits pétroliers, ne sont pas en train d'anticiper quelque chose d'extrêmement grave pour l'instant. Donc on est toujours dans ce contexte, avec, et c'est la conclusion de la vidéo, un max bearish sur le marché. C'est-à-dire que tout est horrible, les taux montent, etc., etc. Mais des indicateurs leaders qui nous montrent que le plus dur serait derrière nous. Un positioning très bear également, mais un potentiel relief rally au milieu de tout ça. Pas d'impact géopolitique, enfin si, géopolitique oui, mais pas d'impact économique global, à part des petits indices sur le pétrole du conflit israélo-palestinien, mais rien de complètement dingue, plus un contexte déflationniste, enfin désinflationniste, qui est en train de se mettre en place, qui est en place, on le voit, une économie qui est forte et qui est de plus en plus forte, des indicateurs leaders qui nous montrent que on aurait vu le plus dur, et donc j'ai quand même envie d'être optimiste. J'ai quand même envie d'être optimiste dans une période relativement pessimiste, et j'aime bien en plus ce positionnement parce que souvent c'est là qu'on fait des sous. Voilà pour ce point de marché, j'espère qu'il t'a plu, donne-moi tes commentaires. On se retrouve dans Money Game, le lien est là, toutes les infos sont là. Je te dis à très bientôt, ciao.